On a largement parlé ce matin, ouais, on a largement parlé ce matin, enfin, abordé en tout cas le sujet des études transcriptomiques pour les maladies monogéniques. Donc effectivement, c'est un vrai sujet sur lequel on essaye de s'atteler un petit peu dans le laboratoire de génétique et à la fois de recherche et de diagnostic. Mais on va dire que le sujet, c'est vraiment les variants de signification inconnue, c'est-à-dire d'essayer de reclasser ces variants-là pour éviter justement de vous rendre un résultat en concluant à l'identification inconnue, mais de le reclasser en pathogène. Pour ça, on se base sur l'utilisation de scores, des scores de prédiction qui sont largement imparfaits, qui ont tendance à s'améliorer d'année en année, mais qui s'améliorent avec notamment la génération de données. Et donc aujourd'hui, être capable de recaractériser ces variants par des tests fonctionnels, et c'est absolument indispensable. Les études fonctionnelles, elles sont souvent longues, elles coûtent souvent cher, et pour autant, c'est assez peu rentable, ces études-là à l'échelle individuelle d'un patient. C'est évidemment rentable pour le patient, mais c'est peu rentable pour un laboratoire de recherche parce que ça génère pas tellement de données scientifiques fondamentales et c'est assez peu rentable pour un laboratoire de diagnostic parce que c'est très mal coté et du coup ça ne génère pas d'argent. Euh, L'avantage pour les études, pour les études transcriptomiques, c'est que on a pu simplifier dans les dernières années les études d'épisage, notamment avec le développement du RNA-seq. Et donc aujourd'hui, on utilise le RNA-seq pour ce type de variants que vous connaissez bien maintenant, notamment pour les variants qui sont sur le haut de la diapositive, les variants qui vont détruire un site d'épissage, ou au contraire qui vont créer un site d'épissage, ce que vous voyez dans les études génomiques avec l'apparition d'un variant au milieu d'un intron qui crée un site accepteur ou un site donneur d'épissage et qui aboutit à la rétention d'un pseudo-exon, comme vous voyez par exemple ici. Ce que vous connaissez en général un petit peu moins bien, c'est le fait de pouvoir atteindre des régions régulatrices. Donc les régions régulatrices, c'est ni plus ni moins des régions qui vont aller réguler l'utilisation d'un site d'épissage qui est à côté. Et donc on peut parfois conclure à tort à un variant synonyme. L'effet sur la protéine serait un variant synonyme, mais en fait, l'effet, il est en amont de la synthèse de la protéine sur la façon dont il faut utiliser l'ADN génomique ou l'ARN. Donc, des variants régulateurs comme ça peuvent induire en fait des anomalies d'épissage. Il y a à peu près, ce qui est dit dans la littérature, c'est qu'à peu près 20% des variants identifiés, c'est des variants qui affectent l'épissage. Et ces variants, ils peuvent être identifiés soit avec les études en panel ou en exome, donc où on ne séquence que les régions codantes et les régions adjacentes, on ne s'intéresse pas aux régions introniques profondes, soit en séquençant les régions introniques profondes avec les études de génome. Et donc, ces tests fonctionnels qui sont développés et qui permettent d'analyser les gènes. Et on a un problème avec le rein, c'est que la plupart des gènes, évidemment, qui sont exprimés dans le rein, ne sont exprimés quasiment que dans le rein. Je prends l'exemple du syndrome néphrotique, NPHS2. Vous ne pourrez pas le trouver ailleurs que dans le rein. Et donc, on a besoin, pour faire ces études d'épissage, de tissus ou même de cellules. On a des transcrits très spécifiques donc, qui viennent du tissu rénale. Et donc, c'est pour ça qu'on a cherché à voir d'abord si jamais on avait un profil d'expression de ces gènes dans les urines qui se rapprochait du tissu rénal. Et c'est effectivement ce qu'on a trouvé. On a vu que ça clusterisait assez facilement, enfin assez bien avec le rein fœtal et le rein humain, et qu'on avait plus de 95% des gènes de notre panel qui en fait sont très bien exprimés dans les urines. Et donc, on arrive à faire ces études d'épissage directement à partir des urines. Donc, un prélèvement qui est très peu invasif. C'est un travail qui a été fait par Clément Sauvestre, qui est en cours de préparation. Et donc, ça a permis de rechercher des variants d'épissage. Alors là, c'était vraiment la preuve de concept qu'on a fait à partir des urines d'un patient qui a une polykystose dominante, un variant qui a été identifié par génome. Et donc, uniquement à partir du prélèvement urinaire, eh bien, on a pu reclasser ce variant de signification inconnue en variant pathogène. Et donc, un conseil génétique, évidemment, qui est très facilité. On n'a pas fait que ça pour la polykystose, mais également pour le syndrome d'Alport lié à l'X. La question étant de savoir est-ce que quand on a une certitude clinique, une conviction clinique, eh bien, on arrive à identifier quelle est la proportion de patients qui ont réellement des anomalies d'épissage liées à des variants introniques profonds ou à des variants régulateurs. Eh bien, dans cette cohorte-là, par exemple, eh bien, sur les 19 patients qu'on avait sélectionnés, eh bien, on avait 17 patients chez qui on a finalement identifié une anomalie d'épissage associée à un variant génomique. Donc oui, on trouve des variants d'épissage. Et donc l'exemple, quand je parlais de la conviction clinique, un exemple, c'est cette famille, et ensuite je m'arrêterai là. Cette famille, donc une famille chez qui cette femme a développé une maladie rénale assez sévère à l'âge de 20 ans, une insuffisance rénale terminale, avec identification d'un variant
dans Col4A5, ce variant tronquant survenu de novo, donc une forme très sévère de syndrome d'Alport-Léalix, et une hématurie chez sa mère, une hématurie chez sa sœur. Évidemment, ce variant non retrouvé chez la mère et chez la sœur. Une biopsie cutanée qui était normale, avec un marquage normal de la chaîne de Col4A5 sur la biopsie cutanée chez la mère. Et quand on fait du RNA sec chez cette dame-là, eh bien, on identifie la rétention d'un pseudoexon au niveau de l'intron 21. Et donc, en fait, cette patiente-là, elle avait deux variants, un variant de novo et un variant hérité de sa mère, et donc un conseil génétique qui est radicalement différent forcément pour la famille, puisque d'un variant de novo, on passe à une forme héritée qui est particulièrement sévère, puisque ce variant était situé sur l'autre allèle, donc 100% des cellules de cette patiente portaient une mutation dans code 4 à 5. Les conclusions, c'est qu'évidemment, le Graal, ça va être l'intégration des données génomiques et transcriptomiques en génétique. On n'en est pas encore là, mais ça risque d'arriver. Les études transcriptomiques chez les patients négatifs, il faut évidemment les faire puisque ça permet de résoudre des vieux dossiers. On a résolu là, récemment un vieux dossier d'une mutation qui traînait depuis longtemps de Brest et pour lequel on a pu reclasser du coup en pathogène. Alors, je vous ai parlé de l'Alport, mais en pratique, on a fait ça donc, pour la polykystose dominante, la polykystose récessive, le syndrome néphrotique cortico-résistant. Donc, ça marche pour plusieurs pathologies. Et donc, ça reclassifie vraiment le conseil génétique et ça, parfois, donne accès à des DPN, DPI. Euh, c'est potentiellement accessible aux thérapies innovantes, notamment les oligonucléotides. Alors, évidemment, il faut des variants qui soient fréquents pour intéresser les industriels. C'est l'élément le plus compliqué, mais on ne doute pas qu'avec le PNMR4, on réussisse à injecter de l'argent là-dedans. Les corrélations génotype-phénotype qu'on arrive partiellement à établir. Et il reste des difficultés, évidemment, à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'extraction, de la dégradation des ARN, du traitement des ARN. Et la difficulté majeure, et on en parlait ce matin, c'est ça. Si vous voyez, hein, les études, les tests fonctionnels ex vivo à partir de matériel de patients, c'est codé 135 euros. Donc toutes ces études rapportent 135 euros au laboratoire. Donc ce n'est pas gratuit, mais voilà, donc on vit bien. Et je pense finir avec cette touche positive.